Le peuple vietnamien a été la première victime de cette guerre, le plus long conflit du XXe siècle. Pour beaucoup de soldats américains, c'était une guerre juste. Ils se battaient pour défendre leur patrie, leur famille et la planète tout entière du communisme. Ces hommes ont-ils été floués? Pour la première fois, grâce à la télévision, une guerre débarquait dans les foyers du monde entier. Les images diffusées alors sur le petit écran resteront à jamais gravées dans les mémoires. La guerre du Vietnam a été le détonateur d'un mouvement de protestation qui devait changer le monde. Pour tous ceux qui ont survécu à cette guerre, elle continue, chaque jour, encore et toujours. Nous n'aurions jamais pu gagner contre les Vietnamiens, à moins de les tuer tous jusqu'au dernier bébé. Nous n'aurions jamais pu en venir à bout. Tout ce que je savais des Viet Cong, c'est qu'ils étaient petits, jaunes, qu'ils avaient les yeux bridés et qu'on allait leur botter le cul. Oui, plusieurs fois ils nous ont battus presque à mort. Nous étions certains de remporter l'ultime victoire. Ce combat, nous l'avons gagné à main nue. Venus d'Amérique, de France, d'Allemagne, des centaines de journalistes relaient ce conflit. La guerre du Vietnam est la première guerre télévisée de l'histoire. Chaque soir, le monde entier peut en suivre les derniers soubresauts. Comme en 1968, à Saigon, le jour du Nouvel An vietnamien, l'une des dates les plus sanglantes de la guerre. Gert Ruge est alors le correspondant au Vietnam de la première chaîne de télévision allemande. Hier ist eine Nacht lang von den VC gekämpft worden. Sie hatten das Dorf besetzt, am Ausgang von Saigon. Dann haben sie hinter uns die Tankstelle gesprengt an diesem Morgen, als die Vietnamesen schon glaubten, sie seien längst draußen. Und nun kommen immer wieder die Helikopter, um die südvietnamesischen Truppen zu unterstützen. Mais la guerre du Vietnam avait commencé bien avant l'invasion des Américains. Dans les rues d'Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, de nombreux bâtiments rappellent l'époque de la colonisation française. Les Français gouverneront le pays pendant près d'un siècle. Le Vietnam fait alors partie de ce que l'on appelle l'Indochine française. Les colonisateurs apportent aux Vietnamiens l'art de vivre à la française. À l'époque, quand j'étais petit, j'allais à l'école Thabert, qui se trouvait tout près de la cathédrale Notre-Dame. Et je me souviens que chaque lundi, tous les élèves se regroupaient devant le portail et dans la cour de l'école pour chanter. Saluons le drapeau de la France. Saluons le drapeau de la France. Pour les colons, tout va bien, mais pas pour les Vietnamiens. Ce sont les colonialistes qui sont les maîtres. Par exemple, j'allais dans un cinéma de quartier. Un jour, moi, j'ai vu un soldat français de l'armée coloniale qui a voulu s'asseoir en face de l'écran. Et il y avait un Amien qui était déjà installé. Alors, il a pris le Vietnamien, il lui a dit « Pousse-toi, va-t'en que je me mette là ». Le Vietnamien, comme le Vietnamien ne bougeait pas, le Français l'a pris par le col, puis il l'a jeté dehors, avec un coup de pied au derrière. C'est comme ça que certains Français traitaient. Bois exotiques, caoutchouc, sel, riz, opium. Pour la puissance coloniale française,
le Vietnam est une source de revenus très lucrative. Pour les Vietnamiens, en revanche, les conditions de vie sont rudes. Sous la domination française, le pays est tout bonnement saigné à blanc. La résistance s'organise contre l'empire colonial. Mais la France entend bien conserver sa colonie, coûte que coûte. Le révolutionnaire Ho Chi Minh fonde la Ligue pour l'indépendance du Vietnam. Le Viet Minh contre l'armée française, c'est un peu David contre Goliath. Le peuple vietnamien se prépare au combat. La piste Ho Chi Minh, empruntée par la guérilla, devient célèbre dans le monde entier. Ho Chi Minh avait parcouru le monde dans ses jeunes années. À Paris, il s'était découvert une passion pour la Révolution française, le concept de liberté, égalité, fraternité, mais aussi pour la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. En 1946, le Viet Minh entre en guerre ouverte avec la puissance coloniale française. Pendant des mois, Français et Vietnamiens s'affrontent à Dien Bien Phu, une bataille décisive. Les Français ne s'attendaient pas à une telle pugnacité de la part des Vietnamiens. En 1954, la défaite de Dien Bien Phu sonne le glas de la colonisation française en Asie. Les soldats français sont envoyés dans des camps de prisonniers. La guerre a fait près d'1 million de morts. C'est la première grande défaite française. Ça, il faut le dire, parce que les Français ignorent totalement ça. Et c'est la première fois que l'armée populaire vietnamienne démontrait, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Ho Chi Minh avait dit « Nous allons appeler notre armée l'armée populaire ». L'armée populaire a gagné la guerre. Les Vietnamiens pensent avoir enfin remporté le droit à l'autodétermination. Mais ce n'était qu'une bataille. Leur guerre de libération était encore à venir. Signés quelques mois après Dien Bien Phu, les accords de Genève divisent le pays en deux. Le Sud-Vietnam avec pour capitale Saigon, en dessous du 17e parallèle. Et au-dessus, le Vietnam du Nord, dont Hanoï est la capitale. Ho Chi Minh, qui n'avait pu empêcher cette partition, se retire dans le Nord. L'ancienne frontière qui passe au-dessus du fleuve Ben Hai est devenue un monument national. En pleine guerre froide, le 17e parallèle constitue une ligne de front entre l'Occident capitaliste et le bloc communiste à l'Est. Vietnamiens du Nord et Vietnamiens du Sud ont des modes de vie diamétralement opposés. Au Nord, les grands cultivateurs de riz ont été expropriés. L'agriculture est collectivisée. Hanoï dans les années 50. Ho Chi Minh a proclamé la République démocratique du Vietnam, régime communiste à parti unique. Son objectif ? Réunir le Nord et le Sud. Ho Chi Minh est très aimé des Vietnamiens, y compris de ceux du Sud. Saigon, la capitale du Sud. Depuis la colonisation française, la cité vit au rythme de l'Occident. Conseillers militaires, agents, hommes politiques et espions y défilent. Saigon est alors célèbre pour ses nightclubs, ses bars et ses femmes dociles. Les États-Unis ont placé à la tête du Sud-Vietnam un homme complaisant, le président Ngo Dinh Diem, une marionnette au service de l'Amérique. Viscéralement anticommuniste, il doit faire de son pays un rempart contre les Rouges du Nord. Mais la situation devient de plus en plus insurrectionnelle au Sud. Les manifestations d'étudiants et de bouddhistes se multiplient. Le président Diem est un catholique pratiquant, ce qui attise les conflits dans un pays où la population est majoritairement bouddhiste.
Conforté par son clan familial et notamment sa belle-sœur Madame Nou, il gouverne avec cruauté, par la corruption et le népotisme. En juin 1963, ces images font le tour du monde. Des moines bouddhistes s'immolent par le feu en pleine rue pour protester contre le gouvernement Diem. Madame Nou a le mauvais goût de tourner ce drame en dérision. J'ai participé à la première manifestation contre Madame Nou, qui s'était moquée de l'immolation par le feu des moines bouddhistes. Elle avait appelé ça un barbecue de bonzes. Cela nous avait terriblement choqués, et c'est à partir de là qu'on a commencé à s'intéresser au Vietnam. Mais à l'époque, nous n'étions qu'une poignée. À l'époque, Tom Hayden est l'un des fondateurs du Students for a Democratic Society, les étudiants pour une société démocratique. Son engagement contre la guerre du Vietnam fera de lui une icône du mouvement pour la défense des droits civiques aux États-Unis. En dépit des premières protestations, la Maison-Blanche prépare la guerre au Vietnam. Des conseillers militaires sont envoyés dans le pays. Le ministre de la Défense américain, Robert McNamara, fait tant et si bien qu'au printemps 1964, l'armée sud-vietnamienne dispose d'un armement massif pour écraser le soulèvement des communistes dans le pays. Au cours de l'été 1964, le destroyer américain Maddox croise devant les côtes nord-vietnamiennes, dans le golfe du Tonkin. Dans l'après-midi du 4 août, il rapporte plusieurs attaques ennemies. Cela faisait longtemps que les Américains cherchaient un prétexte pour frapper militairement le Nord communiste. Bien que ces attaques aient été inventées de toutes pièces, le président Lyndon Johnson se présente devant le Congrès américain. My fellow Americans, as President and Commander-in-Chief, it is my duty to the American people to report that renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. Le 5 août 1964, la superpuissance américaine lance les premiers bombardements massifs sur le Nord-Vietnam. Conséquence, l'Union soviétique et la Chine envoient elles aussi des armes et des conseillers militaires. La guerre des blocs a commencé. Une guerre qui n'avait jamais été déclarée. Si les Américains avaient eu une autre image du Vietnam, ils auraient été sceptiques. Ils se seraient dit « Mais pourquoi ces petits bateaux attaqueraient un porte-avions sachant parfaitement qu'ils risquent d'être bombardés en représailles ?» Je pense que dans notre culture raciste, l'idée que les Vietnamiens étaient bien capables de nous faire ça était largement répandue. Nous étions les victimes. Les États-Unis étaient le pays à plaindre et eux les agresseurs. La propagande mensongère de Washington sur la prétendue agression nord-vietnamienne se répand comme une traînée de poudre dans la société américaine. Sur l'ampleur des bombardements, le gouvernement américain donne peu d'informations à l'opinion publique. Prise sous le feu croisé de la manipulation et de la pratique du secret, la majorité des Américains trouvent cette guerre justifiée. J'ai grandi dans les années 50-60 avec cette peur typiquement américaine du communisme. Selon la propagande dont on nous abreuvait, les communistes étaient des individus abjects qui allaient envahir le monde et nous prendre tout ce qu'on possédait. Il y avait beaucoup de propagande à la télévision, et notamment une carte du monde où la Russie était coloriée en rouge. Et ce rouge faisait tache d'huile jusqu'à recouvrir toute la planète. Cette image illustrait la conspiration communiste prête à envahir le monde entier. À l'école, les enfants apprennent comment se protéger en cas de frappes aériennes communistes.
Quand j'avais 20 ans, c'était bien vu d'aller au Vietnam pour tuer des communistes. Et moi, j'y suis allé pour tuer des communistes. Je ne me serais jamais porté volontaire pour quoi que ce soit d'autre. En mars 1965, 3500 Marines débarquent à Da Nang, une ville portuaire située dans le sud du Vietnam. Ils seront les premiers. De nombreux autres suivront. Ces hommes ne connaissent rien du pays et de son histoire. On leur a seulement dit qu'ils allaient se battre pour une cause juste. Et que les Vietnamiens les accueilleraient à bras ouverts. L'opération Rolling Thunder est censée ramener le Nord-Vietnam à l'âge de pierre, à grands coups de bombe. J'étais intimement convaincu que nous étions le meilleur pays de la planète, que tout le monde voulait être comme nous, et que nous avions le droit d'attaquer d'autres pays pour qu'ils deviennent comme nous. L'Amérique avait gagné la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes les vainqueurs, nous sommes les plus forts du bloc, nous pouvons battre n'importe qui. Nous savons ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, et Dieu est à nos côtés. Voilà ce qu'on se disait, et on le pensait vraiment. C'est poussé par le goût du risque et le désir de s'acquitter de leurs devoirs patriotiques que Scott Camille et Fred Whitehurst partent faire la guerre au Vietnam. Pour la plupart des Américains, le Vietnam est un pays totalement inconnu. Ils sont persuadés qu'ils vont gagner cette guerre, qu'elle sera brève, d'un coup raisonnable et peu meurtrière. Ils vont vite déchanter. Avant d'aller au Vietnam, je ne savais même pas où c'était. Quelque part à côté de la Chine. Je ne savais vraiment pas. Et au camp d'entraînement, le fait que je ne sache rien sur ce pays et sa culture n'intéressait personne. J'étais là pour devenir soldat, porter un fusil et mettre cette nation sous le contrôle des États-Unis. L'armée transforme donc de jeunes gens aventureux en véritables machines à tuer. Au camp de formation, ils te cassent. Ils détruisent le civil qui est en toi pour faire de toi un marine. Personne n'a eu à me faire un lavage de cerveau. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est me rendre réceptif à leur discours. Ils nous disaient, le blabla, c'est terminé. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Maintenant, votre mission est de tuer. Vous allez décharger votre arme sur l'ennemi. Pour tuer, vous utiliserez tout ce que vous aurez. Vos ongles, un stylo, un bâton ou une pierre. Si vous n'avez pas de fusil, prenez n'importe quoi et frappez jusqu'à ce que mort s'en suive. Tuez sans vous arrêter. Ce que vous devez faire maintenant, c'est tuer des êtres humains. C'est dans cet état d'esprit que l'Amérique envoie ses boys à la guerre. Presque toute une génération. Au Sud-Vietnam, les Américains dressent tout un réseau de camps fortifiés. Ils disposent d'un arsenal des plus modernes. Au sol, comme dans les airs, l'armée américaine est 100 fois supérieure à celle de son ennemi. Mais les GIs ne sont pas vraiment préparés à une guerre dans la jungle. Une guerre sans véritable front. Une guérilla contre les rebelles du Viet Cong. Bien que la télévision relaie assez peu les combats, 1965 voit fleurir les premières manifestations contre la guerre. Gerd Ruge, correspondant à Washington de la télévision allemande. Demonstranten auf beiden Seiten der Pennsylvania Avenue. Auf der einen Seite diejenigen, die die Vietnam-Politik der Regierung unterstützen und gleichzeitig demonstrieren gegen die Demonstranten gegenüber.
dort wo der weitaus größere Demonstrationszug direkt am Weißen Haus vorbeizieht, mit der Forderung, man möge alles tun, Verhandlungen in Vietnam einzuleiten. Und nun sind sie hier am Washington-Denkmal. Ich weiß nicht, wie viele es sind, mehr als man erwartet hat eigentlich. 35.000, 40.000, irgendjemand sprach von 50.000. Schwer zu schätzen bei einer so großen Menge. Sie sind gekommen, um dafür zu sprechen, dass sich der amerikanische Präsident, dass sich die Regierung mehr um Verhandlungen, mehr um eine friedliche Lösung in Vietnam bemüht. Sie sind nicht hier, weil sie den Sieg der Vietcong wollen, sagte einer ihrer Redner, die von vielen Organisationen kommen, sondern weil sie den Frieden wollen und sie fühlen sich als die wahren Patrioten, die die Ehre ihres Landes von den Flecken eines schmutzigen Krieges säubern möchten. La guerre du Vietnam s'est vite immiscée dans la sphère personnelle, intime des gens. Dans les familles, en général, les enfants étaient contre, le père était pour et la mère n'avait pas d'avis sur la question. Le sujet provoquait des disputes. Et parfois, comme chez moi d'ailleurs, les gens finissaient par ne plus s'adresser la parole. Mon père ne m'a pas parlé pendant près de 20 ans. Il m'a renié, il disait qu'on m'avait fait un lavage de cerveau à l'université. Jusqu'à ce que, dans les années 70, il réalise qu'on lui avait menti. En 1965, 400 journalistes américains suivent de près les combats au Vietnam. Pour contrecarrer leur reportage, l'armée filme des images de propagande. Ces mises en scène doivent convaincre le monde entier que la guerre au Vietnam est juste, la victoire imminente. Que le peuple vietnamien se réjouit de l'arrivée de ces soldats, venus de si loin combattre pour la liberté et la démocratie. Ce que les Américains n'ont pas prévu, c'est que l'armée de libération du Vietnam se prépare elle aussi au combat, avec ses propres moyens. Mais le peuple vietnamien est divisé. Avec d'un côté l'armée sud-vietnamienne qui se bat avec les Américains, et de l'autre, la guérilla qui lutte pour l'indépendance du pays. Une guerre civile au cours de laquelle des Vietnamiens devaient tirer sur des Vietnamiens. Scott Camille et son ami Jack Main sont au Vietnam depuis quelques jours seulement, lorsque leur camp est attaqué. C'était dans la nuit du 17 avril, vers 1h30 du matin. C'est là que notre camp a été pris d'assaut. À un moment donné, une fusée éclairante s'est déclenchée. Ces engins étaient enterrés dans le sol. Et quand on trébuchait dessus, ça faisait une sorte de flash qui éclairait tout autour. Et d'un coup, les Vietcong ont bondi de leur cachette. Ils étaient déjà derrière la clôture. Et ils se sont mis à nous tirer dessus. Dès que je les ai vus, moi aussi j'ai tiré. Ça a explosé dans tous les coins. Ils attaquaient de mon côté, de devant, de derrière. Ils pénétraient dans le camp par ces trois côtés. Ce qui les intéressait, c'était les armes, les munitions et le carburant. Là où j'étais, il n'y avait rien d'important. C'est pour ça que mon poste s'en est sorti. Moi, je tirais dans le tas. Je me répétais en boucle, si je te vois, je t'abats. Je ne pensais qu'à ça. De là où j'étais, je pouvais voir le poste numéro 8, où se trouvait mon pote Jack Main. Les Vietcong y étaient aussi. Et ils mitraillaient mes amis. Je voulais abattre
tous ceux qui tiraient sur mes amis. Mais c'était de l'autre côté du camp. Comme je ne voulais pas prendre le risque de toucher les Marines, je ne pouvais me concentrer que sur ceux qui m'attaquaient moi, sans pouvoir aider les autres. Scott ne réussira pas à sauver son ami Jake May. On a tiré une balle dans la tête de tous les Vietnamiens qui étaient au sol. On leur a pris leurs armes, on a fouillé leurs poches pour trouver des papiers et on leur a tiré une balle dans la tête. C'est ce jour-là que je me suis mis à tous les détester, que j'ai décidé que je me vengerais, que je n'aurais aucune empathie pour eux, que je serais sans pitié, que je leur ferais payer ce qu'ils avaient fait cette nuit-là. Les Viet Cong n'ont pas été les seuls à payer. Les GIs se sont vengés sur tout le pays, détruisant de plus en plus de villages, tuant de plus en plus de civils. De son côté, la résistance prenait elle aussi de l'ampleur. Mais les services secrets américains continuaient à sous-estimer l'ennemi. Doan Anh Du a rejoint le Front de libération du Sud-Vietnam alors qu'elle n'avait que 13 ans. Surnommé Oncle Ho, Ho Chi Minh était son héros et il l'est resté. J'étais allée dans mon village natal qui venait juste de subir une action Search and Destroy des Américains. Ils avaient tout détruit. Même les arbres et les plantes n'avaient pas résisté. Partout où ils passaient, ils tuaient des gens. Ce jour-là, j'ai été témoin de la scène la plus épouvantable que je n'ai jamais vue. Une scène que je n'oublierai jamais. Une mère avait été tuée par les bombes. Elle gisait au sol. Du sang jaillissait de sa bouche. Des fourmis de feu recouvraient son corps et se gavaient de son sang. Elle avait un bébé près d'elle. Le bébé ne savait pas que sa mère était morte et il cherchait son sein pour téter. Le bébé a fini par trouver le sein de sa mère et s'est mis à téter. Mais il n'y avait plus de lait, car la maman était morte. Alors le bébé a bu le sang de sa mère. Ça m'a tellement horrifiée que j'ai jugé qu'il était de mon devoir de venger tous ces morts. J'étais encore à l'école quand j'ai appris à me servir d'une arme, à conduire un véhicule, à manipuler des explosifs. Et franchement, j'aimais bien ça. Mais de quels moyens la guérilla vietnamienne dispose-t-elle contre l'armée la mieux équipée du monde? Son arme secrète est sous terre. Un réseau interminable de tunnels, long de plusieurs centaines de kilomètres. L'atout majeur du Front national de libération du Sud-Vietnam. Ces tunnels sont utilisés comme casernes, entrepôts d'armes, centres d'entraînement, postes de commandement. Mais les tunnels de la guérilla Viet Cong servent aussi de refuge à la population des campagnes. Ils abritent des écoles, des crèches, des hôpitaux. Les Vietnamiens vivent alors la plupart du temps sous terre, ce qui contraint les forces américaines à trouver l'accès de ces tunnels. Quand je suis allé au Vietnam, je suis devenu un rat de tunnel. C'est le nom qu'on donnait aux soldats chargés d'aller dans ces tunnels pour tuer les soldats ennemis. La meilleure façon de nettoyer un tunnel, c'est d'y balancer une grenade pour tuer tous ceux qui sont dedans, pour assurer sa propre sécurité. Mais quand je descendais dans ces tunnels, je trouvais des vieilles dames, des vieillards et des enfants. Pas de soldats. Juste des vieilles dames, des vieillards et des enfants. Donc j'ai appris à dire « Chuoi », levez les bras.
Toi Cam Ban, je ne tirerai pas. Lai Day, venez. Chuoi, Toi Cam Ban, Lai Day, pour les faire sortir des tunnels. À Hanoï, les épaves des bombardiers B-52 abattus pendant la guerre rappellent les frappes aériennes américaines. Pendant la seule offensive aérienne Rolling Thunder, les Américains larguent plus d'1 million de tonnes de bombes sur le pays. Les gens essaient alors de se protéger du mieux qu'ils le peuvent. Originaire d'Allemagne de l'Est, Thomas Bill Hart, photographe, se rend lui aussi vite compte de la brutalité de cette guerre. Tu débarques au Vietnam et tu ne sais pas vraiment ce que c'est que la guerre, les bombardements, la peur. Alors quand la sirène commence à siffler, tu es là, sans expérience de tout ça, et tu ne sais pas quoi faire. Je me souviens très bien du jour de mon arrivée. Je suis sous la douche et les sirènes se mettent à hurler. Et dans l'armoire à glace, je vois un jeune homme, très pâle, terrorisé, avec un casque sur la tête, nu comme un verre. C'était une image bouleversante. Il était là et il ne savait pas ce qu'il devait faire. C'était moi. Je me suis vu comme ça, mort de trouille, un fracas du diable autour de moi. Et je ne savais plus pourquoi j'étais là. Je voyais les gens aller dans les caves, je voulais y aller aussi, j'avais peur. Et puis je me suis dit non, tu dois descendre dans la rue, prendre des photos, c'est précisément pour ça que tu es là. J'ai ressenti le besoin de montrer aux gens ce qu'est la guerre, pour que personne ne puisse penser que la guerre peut résoudre quelque conflit que ce soit. Ces clichés ont rendu Thomas Bill Hart célèbre dans le monde entier. Il ne se considérait pas comme un reporter de guerre, mais comme un photographe de paix. Presque toutes les familles vietnamiennes ont perdu au moins un de leurs membres pendant la guerre. Doan Ngo Tram porte le deuil de sa fille. Elle avait 27 ans quand elle a été abattue par une patrouille américaine. Médecin de formation, Thuy Tram avait choisi d'aider les Viet Cong blessés dans les zones de combat. Elle a tenu un journal pendant les 2 dernières années de sa vie. Sa mère se souvient. Quand ma fille m'a dit qu'elle allait partir pour le front, ça m'a rendue très triste. Mais j'étais contente aussi que les jeunes souhaitent contribuer à la libération du pays. En même temps, j'avais très peur de ne plus jamais la revoir. Chère maman, je sais que ton cœur s'afflige parce que je combats dans cette guerre atroce. Si tu savais combien le danger est grand, ce que nous endurons chaque jour, que dirais-tu? Chère maman, si ta fille devait un jour mourir pour la victoire future, alors pleure, mais sois fière avant tout. Non, je n'ai pas cherché à retenir mon enfant, car moi aussi je voulais me battre. Moi aussi je voulais prendre part à ce combat. Mais ce n'était pas possible parce que j'étais déjà trop vieille. Mes enfants l'ont fait pour moi. Thuy part pour la guerre le jour de l'anniversaire de sa mère. Comme beaucoup d'autres jeunes gens du Nord-Vietnam,
elle s'est portée volontaire pour soutenir les Vietnamiens du Sud dans leur guerre de libération. Elle sillonne la piste Ho Chi Minh pendant 3 mois. C'est par là que transite le ravitaillement en armes et en nourriture des combattants du Sud. Un réseau complexe de routes, de sentiers forestiers et de fleuves, dissimulé par le toit de feuilles de la jungle. Cette piste, les Américains en connaissent l'existence. C'est même l'une de leurs cibles principales. Mais jamais ils ne parviendront à la détruire. Engagés aux côtés des Américains, les soldats sud-vietnamiens, eux, ne savent pas vraiment pourquoi ils se battent, sans compter qu'ils sont mal payés. De quoi entamer le moral et la motivation des hommes. Plus de 110 000 soldats sud-vietnamiens désertent au cours de la toute première année de guerre, en 1965. Beaucoup passent du côté de l'ennemi. Ils rejoignent les rangs du Viet Cong. Comme tous les autres garçons de mon âge, moi aussi j'ai été mobilisé et dû aller au front. Ceux qui ne répondaient pas à l'ordre de mobilisation générale étaient emprisonnés ou enrôlés de force. Un jour, on nous a dit que maintenant, on allait se battre contre les gens qui venaient de loin, contre ceux du Nord qui venaient dans le Sud. Nous devions nous battre pour protéger nos familles, notre peuple et notre pays. Les gens qui viennent de loin, ce sont les frères et sœurs nord-vietnamiens du Front de libération. Les combats sont d'une violence inouïe. Les pertes du Front de libération énormes. Ce qui fait croire aux Américains que leur ennemi va bientôt capituler. Chaque jour, la jeune médecin Thuy Tram se bat contre la mort et soigne les blessures de ses compagnons. Dans son journal intime, elle écrit ces lignes. Je dois panser toutes les plaies de notre pays. Les Américains planent au-dessus de nous comme des diables sanguinaires qui plantent leur croc dans notre chair. Notre sang cessera d'abreuver la terre une fois seulement que nous les aurons tous chassés du Vietnam. « 190 000 GIs se battent maintenant au Vietnam. Le président Johnson ne peut plus minimiser l'ampleur du conflit. L'opinion publique en est maintenant bien consciente. Seit Wochen wird in Vietnam härter gekämpft als je zuvor. Presse, Rundfunk und Fernsehen in aller Welt bringen täglich Meldungen über den Krieg. Solche Bilder sehen auch die Deutschen jeden Abend. Was halten Sie für das wichtigste politische Ereignis der letzten 14 Tage in der Welt? Tja, Vietnam. Klar, Vietnam. Das politische Ereignis, naja, an sich wohl der Vietnamkrieg, ne? 93% der Befragten nennen den Vietnamkrieg das wichtigste politische Ereignis der letzten Wochen. Au printemps 1967, le vice-président américain Hubert Humphrey entame une tournée en Europe. Objectif, redorer le blason des États-Unis. À Paris, il est accueilli par une foule en colère qui n'hésite pas à le traiter d'assassin. La moitié de la capitale est sur le pied de guerre. Ce qui se passe au Vietnam choque les Français, toutes catégories sociales confondues. L'Allemagne de l'Ouest, elle aussi, se démarque de la politique américaine. À Washington, les discussions entre le chancelier Ludwig Erhard et le président américain sont houleuses. Johnson demande que l'Allemagne envoie elle aussi des troupes au Vietnam. Erhard refuse. Jamais les Allemands n'accepteraient une telle chose. Entre les alliés du bloc de l'Ouest, l'ambiance n'est donc plus au beau fixe. L'amitié germano-américaine est en jeu. Und wir müssen wohl nicht noch einmal sagen, dass auch wir gute Freunde der Amerikaner bleiben wollen. Wir wissen ja auch, das müssen wir wohl auch nicht noch einmal sagen, dass wir unserer eigenen Sicherheit willen auf sie angewiesen bleiben.
Aber gerade der Freundschaft willen darf man den eigenen Freunden gegenüber nicht feige sein, damit das zu sagen, was man wirklich denkt. Mais de l'amitié germano-américaine, beaucoup de jeunes Allemands s'en moquent bien. Pour eux, pas question d'accepter que des atrocités soient commises au Vietnam au nom de la liberté. Dans de nombreuses villes allemandes, les étudiants s'insurgent avec véhémence. La guerre du Vietnam a suscité de nombreux débats dans l'opinion publique, comme au sein de l'Union socialiste allemande des étudiants. Quel était l'objectif de cette guerre? Pourquoi les Américains s'acharnaient-ils à détruire ce petit pays? Quel était le véritable enjeu de cette nouvelle guerre de colonisation? En fait, les Américains voulaient faire un exemple. Prouver qu'un petit pays anti-impérialiste ne pouvait pas se libérer et conquérir son indépendance. Montrer que ça, ils ne le toléreraient pas. Et pour nous, voir qu'un pays aussi petit que le Vietnam, riche d'une histoire et d'une culture millénaire, s'obstinait à vouloir conserver son histoire et ses particularismes en s'opposant à la plus grande puissance mondiale, c'était fascinant. C'était un événement historique. Un événement historique et mondial. Partout en Occident, les étudiants descendent dans les rues pour protester contre la guerre du Vietnam. Partout, ils se heurtent au pouvoir brut de l'État. À Paris, les manifestants font valoir leurs arguments à grands coups de pavé. Se battre en faveur de la souveraineté d'un peuple s'inscrit pour eux dans la droite ligne de la Révolution française. Au Vietnam, plus les mois passent, plus la guerre gagne en cruauté. Pour mater la rébellion, les États-Unis lancent une mission offensive baptisée Search and Destroy. Recherche et destruction. Les Américains s'arrogent le droit d'agir comme bon leur semble, au mépris de toutes conventions internationales. De vastes régions sont déclarées Free Fire Zone. Tous ceux qui s'y trouvent sont considérés comme des ennemis. Les GIs sont autorisés à tirer sur tout ce qui bouge. Un carnage insensé. Je n'avais pas l'impression de tuer des êtres humains. Je tuais des Nyakwe. Je tuais des rouges. Ce n'étaient pas des êtres humains. Ça peut paraître totalement fou aujourd'hui. Mais pour moi, à l'époque, ce n'étaient pas des êtres humains. Ils étaient des cibles, mon boulot c'était de les abattre. Notre taux de réussite se mesurait en nombre de tués. Moi je voulais faire un bon score, donc je les tuais. Cette déshumanisation n'échappe pas aux Américains. À New York, devant Wall Street, des manifestants réclament le retrait des troupes américaines du Vietnam. À quoi les banquiers répliquent « Bombardez Hanoï ». La société américaine est de plus en plus divisée. Quelques rues plus loin seulement, groupements religieux, associations patriotiques et organisations militaires sont en ordre de bataille. Pour eux, les soldats américains qui se battent au Vietnam doivent être soutenus, puisque cette guerre est juste et sur le point d'être gagnée. La police perdait tout contrôle. Beaucoup de jeunes étaient devenus des militants armés. Tout tournait autour du Vietnam. Le Vietnam cristallisait tous les conflits, entre les générations, entre les races, entre hommes et femmes. Oui, on avait l'impression que le pays allait soit s'effondrer, soit plonger dans une répression très dure, ou basculer dans une sorte de guerre civile.
En dépit des protestations, le gouvernement américain augmente le budget alloué à la guerre du Vietnam. Chaque jour, le conflit coûte 7 millions de dollars aux Américains. De leur côté, les GIs ne comprennent pas pourquoi leur engagement suscite autant de protestations dans leur propre pays. Le sentiment d'avoir été trahi, abandonné, ne fait qu'aggraver leur instinct destructeur. Imaginons qu'on soit en patrouille et que 2 ou 3 de nos hommes soient tués, ou que la jambe d'un gars soit arrachée par une mine. Vraiment pas de bol pour les habitants du prochain village où on débarquerait. Imaginons qu'on soit en patrouille et que personne ne soit blessé. Ce même village aurait beaucoup plus de chances que tout se passe bien pour lui. Donc pas mal de choses dépendaient de notre humeur. Une humeur de plus en plus destructrice. Les GIs en arrivent à perpétrer des actes de violence gratuits. Mais terroriser la population civile, les villages de paysans, les femmes et les enfants, fait aussi partie de la stratégie américaine dans cette guerre. L'objectif est de démoraliser les Vietnamiens pour qu'ils cessent de soutenir la guérilla et abandonnent toute velléité d'indépendance. Quand je tuais quelqu'un, je posais un as de pique sur son visage. J'en avais fixé un sur mon casque. Je voulais que l'ennemi sache, c'est nous qui avons fait ça. Nous, les sales enfoirés. Barrez-vous, ou on vous descendra. La carte de la mort, l'as de pique, était l'une des armes utilisées par les Américains dans la guerre psychologique. On avait encerclé un village et distribué des tracts qui disaient « Foutez le camp ». Le lendemain, alors que le soleil se levait, les autres dormaient encore, je me suis réveillé et j'ai vu une femme à une 50aine de mètres de moi. Elle menait une vache au pré. Elle portait un AK-47 en bandoulière, mais pas le fusil, juste les munitions. Et je lui ai tiré dessus 15 fois avec mon M16. Chaque fois que je la touchais, tout son corps tressaillait. Mais elle n'est pas tombée. Je l'avais touchée au torse, mais elle n'est pas tombée. Ma toute première réaction a été de me dire « Ça, je ne l'oublierai jamais. Quel cauchemar !» Je me suis dit « De tous mes amis, je suis le seul à avoir tué quelqu'un. Super !» Et puis j'ai été horrifié par la pensée qui venait de me sortir du crâne. J'avais tué une femme qui menait sa vache au pré, et j'en étais fier. De quoi vous rendre malade. J'ai tenu le coup, pour être tout à fait honnête, uniquement grâce à l'alcool. Je ne savais plus où j'en étais. Je me saoulais tous les soirs, parce que je n'arrivais pas à m'endormir. C'était la guerre. Il y avait des rats sous nos lits, des serpents un peu partout. Alors je prenais ma bouteille de vodka et je m'en jetais un derrière la cravate. Un miracle que je ne sois pas devenu alcoolique. La plage de Da Nang. C'est ici que se trouvait la plus grosse et la plus importante base aérienne des Américains pendant la guerre. Une véritable forteresse. Aujourd'hui, les anciens hangars servent d'entrepôt et d'atelier. Mais à l'époque, Da Nang était le QG des opérations militaires américaines. C'est d'ici que décollent les bombardiers B-52. C'est là que sont entreposées les munitions qui font des milliers de morts. Une base sous étroite surveillance que le Nord-Vietnam réussit pourtant à attaquer le 15 juillet 1967. La nouvelle est annoncée par la chaîne CBS. Middle of the night rocket attack on the US air base at Da Nang kills 8 Americans, wounds 173 and destroys 11 aircraft. The rockets were fired from nearby mountains
and landed with pinpoint accuracy and perfect coordination. Next morning, the damage is more fully surveyed. 140mm rockets leave huge craters. The two-story buildings are reduced to rubble. Da Nang is headquarters for all marine operations in Vietnam. Ces informations allaient à l'encontre de l'image que les forces armées américaines voulaient donner d'elles-mêmes. Elles décident alors de diffuser d'autres images, celles d'armes confisquées, de Vietnamiens tués. Les cadavres sont dorénavant comptabilisés. Le body count, c'est ce qui nous permettait de mesurer le succès de nos opérations. On nous avait mis dans la tête que si on abattait 10 Vietnamiens pour chaque Américain tué, alors on gagnerait la guerre, parce qu'ils finiraient par être à court de combattants. Donc on faisait des concours entre nous, entre les différentes unités, à ceux qui feraient le plus de morts. Car ceux qui tuaient le plus de Viettes étaient considérés comme les meilleurs Marines. Après chaque opération, une fête était organisée en l'honneur de la compagnie qui avait tué le plus d'ennemis. C'était la preuve ultime que tu étais un bon Marine. Pour le journaliste allemand Peter Scholl-Latour, le body count est un leurre. Die Vietcong führen einen hinhaltenden Partisanenkrieg. Aber sie werden offensiv, wo immer die Unvorsicht oder die Ermattung des Gegners ihnen eine Chance bietet. Trotzdem sind die Verluste hoch. Der Body Count, die Leichenzählung, gehört zu den umstrittensten Praktiken der amerikanischen Kriegführung in Vietnam. Wie kann hier entschieden werden, wer ein Vietcong oder wer ein harmloser Reisbauer war? Wer kann nachprüfen, ob die in Saigon veröffentlichten Verlustzahlen des Vietcong tatsächlich stimmen? Die toten Frauen und Kinder werden jedenfalls nicht mitgezählt. Wer wird am Ende die größere Ausdauer haben? Die roten Partisanen oder die Amerikaner? Das ist die entscheidende Frage dieses Krieges. Pour la ténacité et le courage dont il a fait preuve dans l'armée sud-vietnamienne, aux côtés des Américains, Nguyen Van Huê a reçu de nombreuses distinctions. Il a fait la guerre pendant 10 ans, bien plus que la plupart des GIs. La population civile et les soldats n'ont pas été les seuls à souffrir de cette guerre. La nature en a elle aussi subi les assauts. 42 millions de litres de produits chimiques ont été déversés sur les campagnes, les forêts, les rizières, les fleuves du Vietnam. L'environnement en porte aujourd'hui encore les stigmates. Pour pouvoir détruire les zones de végétation luxuriante et mieux débusquer l'ennemi, les Américains ont recours à un produit hautement toxique surnommé Agent Orange, un défoliant fabriqué aux États-Unis et en Allemagne de l'Ouest. Dans son journal, Tweetram, la jeune femme médecin écrit « Les bombes ont creusé de profondes plaies dans la forêt. Les produits chimiques toxiques largués ont recouvert les arbres d'une poudre jaune. Le poison nous affecte, nous aussi. Tous nos cadres souffrent d'une faiblesse extrême. Leurs bras et leurs jambes tremblent. Ils n'ont pas d'appétit. Ils ne peuvent ni bouger, ni manger. » Dans le monde entier, la guerre provoque de nombreux élans de solidarité avec le Vietnam, comme le rapportent les actualités cinématographiques de la RDA. Vietnam-Ausstellung in der Berliner Friedrichstraße. Vietnam braucht unsere Solidarität. Kein Groschen ist zu wenig. Jede Mark zählt. Ein Wandbild aus Solidaritätsbausteinen. Mitglieder des Berliner Ensembles, unter ihnen Helene Weigel, Gisela May, Renate Richter und Paul Dessau, überreichten Spenden von über 42.000 Mark, die im Theater gesammelt worden waren. Les citoyens est-allemands sont régulièrement invités à donner leur sang pour les combattants vietnamiens. Il est clair que cette solidarité était dictée par le gouvernement communiste est-allemand. Mais il n'empêche que les dons des citoyens venaient vraiment du cœur. Bevölkerung und Regierung unserer Republik helfen dem kämpfenden Vietnam. Max Sifrin, stellvertretender Ministerpräsident, konnte Medikamente im Werte von 600.000 Mark übergeben.
Die Sendung enthält auch ein neu entwickeltes flüssiges Verbandsmaterial für Napalmverbrennungen. Eine Filmkamera fotografiert das Verbrechen wie einen technischen Vorgang. Amerikanische Piloten werfen amerikanisches Napalm. La photo de la petite Kim Phuc bouleversera le monde entier. Côté solidarité, la République fédérale n'est pas en reste. Chaque année, l'aide humanitaire octroyée par l'Allemagne de l'Ouest s'élève à 7,5 millions de dollars. Elle envoie même au Vietnam un navire hôpital, le Helgoland. Dans un pays où les bombardements ont détruit presque tous les hôpitaux, le Helgoland devient la bouée de sauvetage de dizaines de milliers de victimes. À son bord, des médecins, des infirmières, des bénévoles venus d'Allemagne de l'Ouest. Leur mission, soulager les souffrances des victimes des bombes incendiaires, du phosphore et du napalm. Les précisions du magazine politique Monitor. Opfer des Krieges in Vietnam. Die Haut vor Napalm und Phosphor verbrannt. Nur wenige finden Hilfe in einem Hospital. Überall in Vietnam fehlen Krankenhäuser, Ärzte und Schwestern. Der Deutsche Malteser Hilfsdienst hat bisher 3 Stationen mit 47 Freiwilligen am Rande des Kampfgebietes eingerichtet. Eine Gruppe leistet im Hospital von Hoi An bei Da Nang jeden Tag mehr als 100 Verwundeten Erste Hilfe und oft auch den letzten Dienst. Doch häufig ist es unmöglich, die Verletzten in ein Krankenhaus zu bringen. Originaire de Cologne, Ingrid Fritzler est loin d'imaginer ce qui l'attend lorsqu'elle se porte volontaire pour partir au Vietnam. Je savais que c'était un pays asiatique, un pays exotique. Je m'étais un peu intéressée au bouddhisme. J'avais une vision, disons, pacifique du Vietnam. J'étais loin de me douter de la gravité de la situation. Or, les combats sont particulièrement violents dans la région où elle est affectée. Un jour, une bombe est tombée tout près de là où on était, sur une maison vietnamienne. On s'est tous précipités pour sortir les gens, les amener à l'hôpital vietnamien de Hoi An. On déblayait les décombres, on rampait à 4 pattes avec une seule idée en tête, aider les gens qui étaient dessous. On soignait tout le monde sans distinction. Amis, ennemis, on ne cherchait même pas à savoir. De toute façon, on ne faisait aucune différence entre les civils et les Viet Cong. Pour nous, ils se ressemblaient tous. On précisait toujours qu'on était des ducs. On avait appris par cœur la phrase « Comme mi toi la noi duc », c'est-à-dire « Nous ne sommes pas américains, nous sommes allemands ». Je ne sais pas dans quelle mesure les gens comprenaient, mais le principal, c'est qu'on les a aidés. Une aide d'autant plus indispensable que la guerre s'enlise. « 385 000 GIs sont à présent déployés au Vietnam. Un conseiller du président Johnson s'exaspère. Il est incompréhensible que la plus grande puissance du monde ne parvienne pas à venir à bout d'une bande de fantômes en pyjama noir. En janvier 1968, ces fantômes en pyjama allaient lancer la plus grosse offensive jamais tentée par les insurgés, sur le quartier de Cholon, à Saigon, en pleine festivité du Nouvel An vietnamien. Hier in Saigon knallt es gegenwärtig an allen Ecken und Enden. Ich weiß nicht, ob Sie mich überhaupt noch sehen können.
Hier knallt es und es ist nicht mehr die Artillerie, die sonst die Scheiben zittern lässt, wenn sie die Vorposten am Stadtrand verteidigt. Jetzt sind es halbstach, Gebarmädchen, Soldaten, kleine Jungens, alte, würdige Herren, die, um böse Geister zu verscheuchen, die Raketen abbrennen. Und da geht es leider schon wieder los. Mais très vite, les pétards de la fête cèdent la place aux fusils mitrailleurs. Après des mois de préparation, le Front national de libération et l'armée populaire vietnamienne lancent l'offensive du Tet et réussissent à entrer dans Saigon, devant les caméras du monde entier. Jusqu'ici, les habitants de Saigon se sentaient en sécurité. Jusqu'ici, la guerre se jouait quelque part dans les campagnes, loin de la capitale. Mais au cours de l'offensive du Tet, l'armée nord-vietnamienne attaque simultanément toutes les grandes villes du Sud-Vietnam, y compris Saigon. Les combattants du Front de libération prennent d'assaut l'ambassade américaine, frappant ainsi l'ennemi en plein cœur. L'attaque fera plusieurs victimes parmi les employés de l'ambassade. Le jour du Nouvel An, je faisais partie de ceux qui étaient de garde dans mon unité. On avait entendu dire que tout un régiment Viet Cong se cachait dans les environs, qu'il voulait attaquer nos hommes par surprise. Très vite, 2 hélicoptères sont arrivés et ils ont tiré sur les soldats Viet Cong. Ils tiraient. Pendant 30 minutes, ils n'ont pas arrêté de tirer. Et puis le calme est revenu. Voir tous ces morts m'a rendu très triste. Et aussi, j'ai eu mauvaise conscience. Même si ce n'était pas moi le tireur. Même si je n'avais pas directement tiré sur eux. Plus j'y pense, et plus j'ai pitié de ces jeunes gens qui sont venus se battre dans le Sud et qui ont connu ici une mort atroce. Ces images auront un impact psychologique énorme sur l'opinion internationale. Aux États-Unis, c'est l'effarement. La victoire semble désormais impossible. Les Américains sont sidérés. Ein ungewöhnlicher Prestigeerfolg für die Vietcong, die gezeigt haben, dass sie immer noch überall zuschlagen können, wo sie wollen. Si l'offensive du Tet porte un coup dur aux Américains, en termes de victimes, ce sont surtout les Vietnamiens qui en paient le prix fort. 40 000 combattants et 14 000 civils perdent la vie ce jour-là. « 10 000 soldats vietnamiens reposent au cimetière de Truong Son, devenu lieu de pèlerinage. C'est au lendemain du 30 janvier 1968 que la communauté internationale a compris que les Américains ne gagneraient pas la guerre, malgré les lourdes pertes du Front national de libération. L'offensive du Tet se poursuit. L'ancienne cité impériale de Hue fait l'objet d'âpres combats. Les Américains et l'armée nord-vietnamienne s'y affrontent pendant 2 semaines. Les morts se comptent par milliers. La ville est totalement détruite. Des reporters du monde entier suivent de près les combats.
Les médias étaient surpris, sous le choc. Je ne me souviens pas de la teneur exacte de leur reportage à l'époque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait là-bas, parce que le Pentagone continuait à dire que l'Amérique allait gagner la guerre. Sauf que ça devenait difficile d'y croire. Les Américains ont donc eu l'impression que leur gouvernement avait sous-estimé l'ennemi, qu'il était bien plus fort qu'on ne le pensait, qu'il était bel et bien là, et que cette guerre était un échec. Pour les Américains, la guerre vire au cauchemar. À Da Nang, les GIs rendent un dernier hommage à leurs camarades tombés au combat. 28 000 d'entre eux sont déjà rentrés en Amérique dans un cercueil. Le gouvernement américain envoie donc d'autres soldats au front. Les effectifs atteignent leur point culminant. 536 000 GIs se battent maintenant au Vietnam. Comme aux États-Unis, le mouvement de protestation s'amplifie en Allemagne de l'Ouest. À Berlin, Karl Dietrich Wolff ouvre le Congrès international contre la guerre au Vietnam. Une dizaine d'associations américaines étaient représentées à ce congrès. Des groupes chrétiens, des groupes de jeunes, etc. Pour nous, c'était tout simplement fantastique. Voir se générer une telle dynamique nous donnait la conviction d'être sur la bonne voie. Ce congrès se déroule lui aussi sous l'œil des caméras. Als ein Telegramm der vietnamesischen FN-11 verlesen wurde, kam es zu einem Zwischenfall. Protestieren gegen diese Konferenz, meine Damen und Herren, die ist La guerre du Vietnam pousse toute une génération dans la rue. Ho Chi Minh devient l'une des icônes du mouvement de 68. À Paris, on frôle la guerre civile. Les ouvriers des usines Renault rejoignent les étudiants sur les barricades. Le gouvernement est à deux doigts de proclamer l'état d'urgence. Le mouvement de contestation se mondialise et touche également la Finlande, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Tasmanie, le Chili, l'Algérie, le Congo. Très peu de gens étaient capables d'expliquer pourquoi cette contestation se globalisait. Pour certains, c'était à cause du Vietnam. Personnellement, je ne peux pas répondre à cette question. Mais ce qui en ressortait clairement, c'est que les jeunes refusaient de vivre dans le monde que leurs parents avaient construit. Les jeunes veulent vivre dans un monde sans guerre. Leur slogan, « Faites l'amour, pas la guerre ». À Woodstock, en août 1969, des centaines de milliers de personnes célèbrent la fête de l'amour, contre la guerre. L'espace de quelques jours, un autre monde semble possible. Pendant qu'au même moment, 475 000 soldats se battent toujours au Vietnam. Mais les manifestations finissent par dégénérer aux États-Unis. Le 4 mai 1970, 4 étudiants de l'Université d'État de Kent, dans l'Ohio, sont abattus par la garde nationale. À Chicago aussi, la situation est insurrectionnelle. Soutenu par son épouse, l'actrice Jane Fonda, Tom Hayden y organise un grand rassemblement anti-guerre en marge de la convention du Parti démocrate. Une initiative qui lui vaudra un procès retentissant. La manifestation tourne à l'émeute. Les affrontements entre pacifistes et forces de l'ordre sont les plus violents de l'histoire des États-Unis. Le gouvernement américain doit à présent se battre sur 2 fronts à la fois. Plus de la moitié des Américains est maintenant contre la guerre au Vietnam.
Et ni les matraques, ni les gaz lacrymogènes, ni les arrestations ne parviennent à entamer sa détermination. Pendant ce temps, la guerre continue au Vietnam. Dans les lettres qu'ils reçoivent des États-Unis, les GIs découvrent l'ampleur du mouvement contestataire et se demandent pourquoi ils sont encore là. Au plus fort du conflit, une chanson anti-guerre circule dans les rangs des soldats américains. La consommation de drogue augmente rapidement dans l'armée. Chaque semaine, près d'1 millier de soldats sont mis aux arrêts pour possession de marijuana. La drogue, c'était un très gros problème au Vietnam. Tu es déprimé, tu as chaud, tu pleures, tes copains ont été déchiquetés, toute cette chair humaine autour de toi, c'était tes amis. Tu as leur sang sur ton corps, tu peux prendre ces drogues, alors tu le fais. Et tu te sens mieux. Après la marijuana, les GIs passent aux drogues dures. Plus de 40 000 GIs deviennent héroïnomanes au cours des dernières années de guerre. My Lai. Le nom de ce village, situé dans le sud du Vietnam, évoque à lui seul les pires exactions de l'armée américaine au Vietnam. Le 15 mars 1968, plusieurs centaines de personnes y ont été massacrées et jetées dans un fossé. Des vieillards, des femmes, des enfants et même des bébés. Lorsque le magazine américain Life publie ces photos plusieurs mois plus tard, une onde de choc et d'horreur parcourt le monde entier. Comment des hommes dits civilisés ont-ils pu commettre de telles atrocités? Réponse de l'un de ces anciens soldats, interviewé par une chaîne américaine. Why did I do it? Because I felt like I was ordered to do it. And it seemed like well, at the time, I felt like I was doing the right thing. I lost a damn good buddy, Bobby Wilson, and it was on my conscience, and it was on. So after I'd done it, I felt good. But later on that day, it was getting to me. You're married? Right. Children? 2. How old? The boy is 2.5, and the little girl is 1.5 years. Well, obviously, the question comes to my mind, the father of 2 little kids like that, how can he shoot babies? I didn't have the little girl. I just had the little boy at the time. Uh-huh. But how do you shoot babies? I don't know, it's just one of them things. Le massacre de My Lai marquera un tournant décisif dans la guerre du Vietnam. Pour les États-Unis, ce sera le début de la fin. Quelques mois plus tard, les premiers soldats américains rentrent au bercail. Sous la pression internationale, les États-Unis acceptent d'entamer des négociations de paix. L'objectif pour eux est de sauver la face. Pour autant, la guerre continue, avec un peu moins de soldats américains seulement. Leur nouvelle stratégie, la vietnamisation du conflit.
Le Sud-Vietnam doit à présent se battre seul contre l'armée de libération nord-vietnamienne. Quand on a vu que les Américains se retiraient et qu'ils nous laissaient tomber, on était désespérés, parce qu'on perdait notre principal soutien. En 1973, il ne reste plus que 27 000 soldats américains au Vietnam. Les États-Unis laissent leurs alliés sud-vietnamiens se débrouiller presque seuls. Nous savions que nous allions perdre cette guerre. Mais même si nos jours étaient comptés, nous voulions à tout prix survivre. Nous voulions que nos familles restent en vie et que notre pays soit protégé. Les GIs qui rentrent en Amérique sont accueillis en grande pompe. Mais l'ampleur du traumatisme subi par ces hommes ne devait apparaître que bien plus tard. Pour l'heure, personne n'ose encore dire que les États-Unis ont perdu la guerre. Le Marine Scott Camille rentre lui aussi bardé de décorations et avec la haine au cœur envers tous les opposants à la guerre. Tu rentres du Vietnam et tu penses que tout le monde sait ce qui s'y passe. Tu ne réalises pas qu'en fait, ils n'ont aucune idée de ce que les Marines s'endurent là-bas. Il y avait plein de manifestations anti-guerre à l'université. Et moi, j'y allais dans mon uniforme de marine, avec toutes mes décorations, juste pour emmerder ces petits cons. C'était mieux au Vietnam. La guerre était plus tendre que cette nation. Au moins, au Vietnam, on était tous frères. On a été horrifiés par ce qu'on a trouvé en rentrant. En arrivant à Chicago, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des Américains obèses, des femmes bien habillées avec leurs enfants. Personne n'avait faim. Il y avait des fenêtres partout. Et les gens n'avaient pas peur qu'on leur tire dessus à travers les vitres. Une nuit où j'étais mal en point, je rampais sur un parking plein de gravier. C'était la pleine lune. Je criais « S'il vous plaît, aidez-moi ». Et au bout d'un moment, j'ai compris que personne n'allait m'aider. Que si je ne me relevais pas maintenant, je crèverais ici. Pour la société civile américaine, la vie continuait. Elle n'avait ni le temps ni l'envie de se préoccuper de la détresse des soldats rapatriés. Quelques 60 000 vétérans se sont suicidés après la guerre, plus qu'ils n'en étaient tombés au combat. Beaucoup d'anciens soldats américains ont été condamnés à des peines de prison parce qu'ils étaient devenus incapables de vivre normalement, sans la guerre. J'étais anéanti. Moi, j'avais toujours voulu faire partie des gentils. Et je réalisais qu'en fait, j'étais dans le camp des méchants. Et ça m'a fait très mal. Parce que ce n'est pas ce que je suis. Je me suis senti trahi, manipulé. Il m'avait menti. Mes amis avaient été utilisés eux aussi et ils étaient morts sans vraiment savoir pourquoi.
feel. You fought for your country, forgotten for war. Now your heart tells you that can't be real. So you tell me a story from. Dans l'un de ses titres, le chanteur britannique Graham Nash raconte le parcours, les souffrances de Scott Camille. L'ancien marine devient la figure de proue du mouvement anti-guerre. Scott Camille rejoint les Veterans Against the War, un mouvement composé d'anciens combattants du Vietnam. Devant les télévisions du monde entier, ils accomplissent un acte historique. My name's Peter Brannigan, and I got a Purple Heart here, and I hope I get another one fighting these motherfuckers. En 1971, des vétérans du Vietnam se rassemblent devant le Capitole pour jeter leurs décorations, en signe de protestation contre un gouvernement qui leur a menti et les a enrôlés dans une guerre criminelle. À Washington, le Vietnam Veterans Memorial porte les noms des 58 220 Américains tombés lors de la guerre du Vietnam. J'ai fait des cauchemars pendant 10 ans. La nuit, je hurlais. Je cassais plein de choses dans mon sommeil. Je ne lisais pas les journaux. Je ne regardais pas les informations. J'ai épousé une femme formidable qui a bien voulu rester à mes côtés. Et je me suis coupé du monde. Au Vietnam, l'ancienne opposante Doan Anh Du fait aujourd'hui partie de ce qu'on appelle les héros du pays, distingués par quantité de décorations. Elle a été arrêtée lors d'un attentat à la bombe au centre de presse de Saigon. Emprisonnée sur l'archipel de Con Dao, Doan a attendu 5 ans la libération. Torturée, humiliée, battue. Les tortures ont cessé quand on a été transféré au bagne de Con Dao. Mais là, ils ont voulu nous obliger à scander des slogans contre Ho Chi Minh. Nous avons refusé. Alors ils nous ont cuisinés. Ils versaient de l'eau chaude et des matières fécales dans nos cellules. Ils nous urinaient dessus. Plusieurs fois, ils nous ont battus presque à mort. Mais nous étions certains de remporter l'ultime victoire. Ce combat, nous l'avons gagné à main nue. Mais l'ultime victoire, Doan l'attendra encore 2 ans après le retrait des troupes américaines. Lentement mais sûrement, l'armée nord-vietnamienne progresse vers le sud. Le 30 avril 1975, les chars de l'armée de libération entrent dans Saigon. Le bain de sang tant redouté par les Américains est évité. À 11h30, le drapeau rouge orné de l'étoile jaune est hissé sur le palais présidentiel du Sud-Vietnam. Après des années de combat, la guerre est enfin terminée. Beaucoup de Vietnamiens sont arrêtés. Des collaborateurs, des employés, des amis des Américains. Le régime mis en place par les États-Unis s'effondre. Cette nuit du 1er mai, nous sommes tombés dans les bras les uns des autres et nous avons pleuré. Nous avions derrière nous tant d'années d'oppression. Cette nuit-là, on a tous pleuré de joie. Pendant que certains fêtent la victoire, d'autres se préparent à fuir. Es liegt eine unheimliche Spannung über dieser Stadt. Und niemand weiß, was die nächste Stunde bringt. Innerhalb weniger Stunden sollen sämtliche verbleibenden Amerikaner evakuiert werden. Noch warten viele an den Sammelstellen auf Busse oder Hubschrauber.
le rapatriement de 9000 Américains commence. 150 000 collaborateurs vietnamiens seront également évacués in extremis. Dans les années qui suivront, des centaines de milliers de Vietnamiens quitteront eux aussi leur pays, par peur des communistes, des représailles, de perdre tous leurs biens. 40 000 boat people trouveront refuge en Allemagne de l'Ouest. La guerre du Vietnam a été la première et la dernière guerre télévisée. Elle servira de leçon aux États-Unis. Ce genre d'images non censurées, jamais plus l'Amérique n'en laissera circuler. De nos jours, le photographe dit engagé n'a aucune chance d'exercer librement son métier. Aujourd'hui, les journalistes sont embedded, embarqués avec les militaires, qui ne les laissent tourner que certaines images, des images trompeuses, aux antipodes de ce que la guerre est vraiment. Le vrai visage de cette guerre apparaît aujourd'hui encore au Vietnam. Des villes et des villages entiers ont été détruits. Beaucoup de gens ont perdu leur toit. Les sols ont été durablement contaminés. Les victimes de guerre, elles, n'ont toujours pas été comptabilisées. Selon certaines estimations, elles seraient entre 3 et 4 millions, pour la plupart des civils. Mais le grand rêve des Vietnamiens est devenu réalité. Le Nord et le Sud ont été réunifiés. Un rêve que même plusieurs décennies de guerre n'ont pas réussi à briser. Les Vietnamiens sont aujourd'hui une nation libre, fière et confiante. Face à la superpuissance américaine, ils ont réussi à imposer la création de la République socialiste du Vietnam. Mais les Vietnamiens en ont payé le prix fort, et le paient aujourd'hui encore. C'est à la périphérie d'Hanoï qu'a été construit le village de l'amitié. Au cœur de ce projet initié par un vétéran américain et son épouse allemande, la paix, la réconciliation. Et l'aide aux mutilés de guerre. À cause de l'agent orange largué par l'aviation américaine, 150 000 enfants sont nés handicapés au Vietnam. Les soins et les activités proposées au village de l'amitié les aident à vivre avec leur infirmité. 3 générations après le début de la guerre, les victimes de l'agent orange ne cessent d'augmenter. Dans son journal, la jeune femme médecin Thuy Tram écrivait peu avant sa mort: « La nuit dernière, j'ai rêvé que la paix était signée. Ah, le rêve de la paix et de l'indépendance brûle déjà depuis si longtemps dans le cœur de 30 millions de personnes. Tant de gens ont sacrifié leur vie pour ces 2 mots, indépendance et liberté. » La guerre du Vietnam a bouleversé le monde et changé notre vision de l'Amérique. En donnant un visage à l'inconcevable, reporters et photographes ont provoqué l'indignation de l'opinion publique internationale, jouant ainsi un rôle primordial dans le déroulement et l'issue de cette tragédie.